Pourquoi est-ce qu'il y a des commerciaux qui gagnent 300 000 € par an et d'autres qui gagnent 10 fois moins avec le même niveau d'expérience? Ces commerciaux, évidemment, je les connais, je les fréquente, je les entraîne pour qu'ils puissent devenir meilleurs et effectivement, ils ont des différences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ces top performers et avoir le salaire qui va avec? Eh bien, j'ai identifié 13 clés et je vais vous les partager dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas vous dire que les meilleurs commerciaux cherchent les besoins et s'intéressent vraiment à leurs prospects. Ça, c'est plutôt chiant. On va aller tout de suite dans le concret avec le sujet 1 qu'il faut que je traite tout de suite. Ils sont au bon endroit. Alors, je disais, je vais éliminer tout de suite cet argument maintenant parce que, en fait, c'est juste un arbitrage à faire. En fait, ça ne dépend pas des compétences des commerciaux. Une des choses que j'ai apprises en travaillant dans différentes entreprises et surtout en accompagnant plus de 150 boîtes en tech, c'est que le salaire du commercial, il n'est pas directement proportionnel à la difficulté de son travail. Il faut arrêter ce mythe. Les commerciaux les mieux payés, ils ont juste choisi des entreprises qui payent très bien. Et en général, une entreprise qui paye très bien, eh ben, elle a deux raisons de le faire. La première, c'est qu'elle gonfle leur package et en fait, vous n'aurez jamais vos primes. Donc généralement, on les repère d'assez loin et vous vous en rendrez vite compte. Donc il faut nexter. Et la deuxième raison, c'est que c'est des boîtes qui sont en hyper croissance sur un marché avec une très forte traction et un produit qui est très bien reçu. Je ne vais pas donner des noms ici, mais normalement, ces sociétés-là, vous les connaissez. Bon, ok, je vous donne des noms. Google, AWS, Snowflake, Datadog, blablabla, vous connaîtrez la suite. Bah oui, quand vous êtes commerciaux, il faut trouver un bon produit sur un marché qu'on a vraiment besoin. Et si la boîte, elle est très jeune, il faut vous poser la question de comment les fondateurs, quelle est leur chance en fait d'aller au bout de l'idée. Il faut que vous soyez comme un investisseur et que vous les évaluez pour savoir si vous pouvez faire partie d'une aventure qui va aller loin. Donc si jamais vous êtes dès le début sur une entreprise avec un marché difficile, un produit qui n'a pas beaucoup de succès, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc là, c'est juste un arbitrage. Il faut choisir une entreprise qui a le vent en poupe et qui paye bien. Et c'est comme ça que, sans changer vos compétences, vous allez pouvoir augmenter votre salaire. Alors attention évidemment, ne vous précipitez pas sur votre démission parce qu'il faut tout prendre en compte. Il n'y a pas que le salaire. Il y a votre capacité à vous placer sur un marché qui a de l'avenir. Il y a le management, il y a l'équilibre que vous allez pouvoir trouver, l'attrait que vous avez personnellement sur le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Enfin, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Donc, ne sautez pas sur le prochain job un petit peu mieux payé que celui que vous avez actuellement. Et c'est vrai que simplement, il faut se poser la question. Parfois, c'est juste un choix à faire et des bonnes entreprises à identifier. Et c'est tout. Ça peut valoir le coup de sonder le marché quand même. Et là, j'ai tous les patrons de boîtes qui vont me tomber dessus et qui disent « Mais Quentin, t'incites les commerciaux à quitter les jobs, etc. » Parfois, oui, j'incite les commerciaux à quitter leur job et parfois, je leur supplie de rester quand je pense qu'ils sont dans une porte qui leur va très bien. Donc ça, c'était le premier point. C'est de l'argent gratuit. Vous pouvez gagner plus juste en changeant d'entreprise. Je remets le disclaimer ici. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais l'idée générale, elle est ici, c'est bien de se le dire. Bon, maintenant, je vais vous donner les secrets des top performers, ce qui fait d'eux des stars de la vente, et vous allez voir, il y a des choses très bêtes, et puis il y a des choses un petit peu recherchées. Mon deuxième point, c'est donc, ils n'ont pas la FOMO. On ne peut pas perdre à un jeu auquel on ne joue pas. Les meilleurs commerciaux décident de quand ils vont vraiment rentrer dans la partie, et pour eux, la première discussion avec un prospect, c'est un travail dont la conclusion devrait être double. 1, faire forte impression, peu importe les conditions, et 2, décider si l'on veut jouer ou si l'on veut se retirer. Ils qualifient fort et suivent une méthode pour ça. Et d'ailleurs, les top performers, on voit qu'ils ont une proportion 3,6 fois supérieure aux autres à éliminer les affaires qu'ils ne pensent pas pouvoir gagner, autrement dire, à décider de ne pas jouer toutes les affaires, tout simplement. Et c'est ça qui les rend beaucoup plus performants. Ils ont une capacité d'analyse et de synthèse très forte. Eh oui, les meilleurs commerciaux, ils cherchent vraiment à comprendre. Intellectuellement, ça les dérange de ne pas comprendre pourquoi le prospect, il est en phase 2. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? Pourquoi il a trouvé un intérêt à accepter le rendez-vous? Les bons commerciaux, ils veulent comprendre ça avant toute chose, avant même de penser à vendre. Parce que s'ils n'ont pas ça, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'arriveront pas à se construire la conviction, une conviction sur le fait que leur produit peut faire quelque chose sur leurs clients. Et ça, c'est la base de toute une argumentation commerciale. Donc, c'est inconcevable pour lui de dire que le produit, il est fait pour le prospect, alors qu'il ne lui a même pas posé de questions, que le prospect ne s'est pas intéressé, qu'il n'a pas, le commercial, construit cette conviction dont je parlais qui fait que, ok, ça vaut le coup qu'on discute. Ça veut dire que parfois, c'est presque au prospect de les convaincre. Donc ça, c'était pour la capacité d'analyse, mais il y a aussi la capacité de synthèse. Parce que c'est bien d'accumuler de l'information, mais le plus important, c'est de lui donner un sens intelligible pour le client et utile pour vous, pour votre vente. C'est la capacité de synthèse qui va vous permettre de faire ça. Maintenant, la question, c'est comment passer d'un besoin flou, multiple et éparse, à une demande claire et concise. Et bien, c'est en faisant travailler son esprit de synthèse. Encore une fois. Si jamais je vous dis pomme, yaourt, poire, poireau, fromage, navet, pour vous, c'est une série de mots, une série d'informations. Vous commencez à dessiner quelque chose, mais ça peut être encore flou. Par contre, si je vous dis, vous avez un tiers de fruits,
un tiers de légumes et un tiers de laitage, c'est beaucoup plus clair. Parce que les mots que je vous ai donnés avant, c'était exactement ça. Sauf que là, je l'ai fait qu'avec 6 mots. Imaginez-vous avec l'intégralité des problèmes, des challenges et défis de votre interlocuteur pendant un rendez-vous sur lequel vous allez passer 30 minutes de découverte. Votre capacité de synthèse, elle va vous sauver la vie pour vous-même, éclaircir la situation, mais aussi pour vos prospects, qui va comprendre non seulement que vous êtes capable d'entendre, de creuser et de savoir où il en est, mais aussi de restituer l'information d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple à comprendre que celle que lui-même avait avant de démarrer le rendez-vous. Et dès lors, avant même d'avoir parlé de votre produit, vous êtes déjà en train d'apporter de la valeur. Et ça, c'est très beau. Et en fait, si on y réfléchit bien, ces commerciaux, ils ressemblent plus à des consultants qu'à des commerciaux. Vous vous souvenez quand je parlais de capacité d'analyse, de curiosité? Au final, quel est l'autre job qui a les mêmes attributs? C'est le job de consultant. Sauf qu'ici, j'ajoute la notion de perception par le client. Ces 10 dernières années, on a vu l'émergence de ce qu'on appelle le consultative selling, le solution selling. Bon, tout ça, c'est un peu la même chose, ça reprend la même idée. C'est de dire que le commercial, c'est un apporteur de solutions précises pour son prospect. Que le prospect, il peut se reposer sur lui grâce à son expertise, qu'il va apprendre à ses côtés. C'est quelqu'un qui peut apporter des solutions business aux gens à qui il parle. Ils se demandent ce que leur prospect cherche à accomplir, vraiment, et d'un point de vue beaucoup plus large que juste leur périmètre d'action. Et ces compétences, finalement, de consultant, ça devient de plus en plus important. Mais ça devient de plus en plus important, et en même temps, c'est juste un prérequis parce que c'est pas tout à fait ce qui va vous garantir la vente. Par contre, si vous ne l'avez pas, là, ça peut devenir un vrai problème. Alors c'est vrai que la vente consultative, ça va vous aider à vendre, mais la vérité, c'est que ça devient presque une commodité. C'est plus en plus important, mais ça devient une commodité, c'est-à-dire le socle de base. Et les commerciaux les mieux payés, ils ont ça, mais ils ont aussi d'autres caractéristiques. Les numéro 4, ils ont le sens de l'équilibre. Avoir le sens de l'équilibre, ça veut dire savoir réconcilier une approche rationnelle et structurée d'un côté, mais aussi une approche intuitive de la vente de l'autre côté. La plupart du temps, on voit deux types de commerciaux. Type A, ceux qui font tout au feeling. Ils sentent leurs clients, ils se fient uniquement à leur instinct pour savoir quelles questions ils vont poser, quel pitch ils vont faire ou quelle blague ils vont faire à quel moment. Sauf que leur instinct, ça fonctionne avec un capteur et un capteur qui n'est pas toujours fiable. Et parfois, ça leur fait faire fausse route. C'est typique des commerciaux qui disent « Oui, ce deal, je le sens bien ». Mais l'autre type de commercial, c'est le commercial robotique. Il suit le processus sans vraiment réfléchir ou rester flexible. C'est le commercial qui va sortir un peu des phrases toutes faites. Il fait son closing alors qu'il ne devrait pas, parce que c'est le moment de faire le closing et qu'il a appris ça. Il répond à une objection alors que c'était une fausse barbe et qu'il aurait dû creuser ailleurs. Ses capteurs sont éteints, c'est tout l'inverse. Il réagit toujours de la même manière à la même chose. Alors c'est bien, parce qu'il est prêt, sauf que ça le rend aussi prévisible, ça le rend robotique, il peut manquer de discernement dans certaines situations et ça, le prospect le sent et ça va pas lui plaire. Et puis surtout, ça va desservir le commercial. Et bien les meilleurs commerciaux, eux, ils savent réconcilier les deux. Leur méthode, c'est la base de leur vente et leur expérience, c'est les guides pour connaître les adaptations à faire à la méthode sans jamais perdre leur objectif de vue, c'est-à-dire la vente. D'ailleurs, dans une étude EBSTA de 2024, il est établi que les meilleurs commerciaux ont une propension 6 fois plus importante à suivre une méthode de vente comme le MEDDIC, le SPIN, le SPICE, ce que vous voulez, et que cette propension à suivre ces méthodes, ça leur sauve la vie. Sauf que pour gagner plus, ça va toujours pas finir, il va falloir notre clé numéro 5, ils connaissent leur gamme. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des commerciaux un peu robotiques et que ça pouvait leur porter préjudice. Mais c'est aussi un avantage. Connaître sa gamme, c'est comme des musiciens qui connaissent leur gamme par cœur. Et là, je vais parler de gamme précise pour vous donner un exemple. C'est le rapport aux objections. Pour moi, il y a 25 objections courantes en vente qu'on doit connaître par cœur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécifique sur les 6 où j'en ai listé dans la vidéo les réponses types qu'on pouvait faire. Connaître ces gammes en vente, c'est ne plus être surpris quand un prospect évoque des objections classiques comme je dois en parler en interne, ça me paraît un peu cher, il faut que je réfléchisse, il faut que je vois avec mon équipe. Toutes ces objections-là, c'est votre quotidien. Non, si vous m'écoutez, ça vous arrive régulièrement d'avoir des gens qui vous disent écoutez, on va réfléchir en interne et on va venir vers vous, on va revenir vers vous. Ça, c'est une objection. Les commerciaux qui sont bien entraînés, quand ils entendent ça, intérieurement, ils sourient parce qu'ils sont préparés et qu'ils savent qu'ils ont de grandes chances que ça leur arrive et surtout qu'ils savent quoi répondre calmement, sereinement pour traiter la situation et aller de l'avant. Donc les meilleurs commerciaux connaissent leur gamme parce qu'ils s'y entraînent, parce qu'ils ont réfléchi à des solutions. J'ai fait la vidéo dont je vous ai parlé pour vous aider à préparer la vôtre. Ça ne vous empêche pas de votre côté d'avoir un tableau avec simplement 2 colonnes, une colonne objection et une colonne phrase type ou manière d'aborder la réponse. Évidemment, la première chose qu'on fait quand on a une objection, c'est pas d'y répondre tout de suite à brûle pour point. Bref, vous avez l'idée. Il faut connaître votre gamme, être préparé pour ne plus vous faire surprendre par des choses finalement qui sont plus que prévisibles maintenant. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez sur mon site internet www.meetyourmarket.fr. Il y a un outil qui s'appelle Sales Tool pour les commerciaux, quelque chose comme ça, dans lequel j'ai fait
une IA qui va vous challenger sur ces 25 objections classiques et qui va vous noter vos réponses. Vous allez répondre à la voix aux objections, elle va noter vos réponses et vous donner des tips pour vous améliorer. Passez pas à côté de ça parce que c'est une amélioration qui est gratuite et surtout sur une chose qui est prévisible, donc il faut foncer. Pour info, toujours dans cette étude EPSTA que j'aime beaucoup, il remarque que les top performers, ils sont 8,4 fois plus à même de répondre aux objections que le reste des commerciaux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment beaucoup plus près. Et sincèrement, ça ne nécessite pas d'être très intelligent pour se préparer à des objections, alors foncez. Je crois que j'ai assez dit de foncer maintenant, donc on va passer à la prochaine clé. Clé numéro 6, ils investissent du temps dans leur préparation. Parfois, on entend les commerciaux qui nous racontent leur rendez-vous et qui nous expliquent comment la bonne question ou la bonne anecdote a complètement changé le cours de leur vente. Et bien, c'est ce genre de choses, parfois rares, qui relèvent presque de la magie, alors qu'en fait, c'est très simple. C'est juste de la préparation. Et quand les meilleurs commerciaux se préparent à avoir un rendez-vous, la vérité, c'est décevant, mais c'est vrai, c'est que 95% de leur préparation, elle est inutile. Sauf que les 5% qui restent, ils seront utiles et c'est eux qui vont faire toute la différence et qui vont créer ce point de bascule, cette question, cette anecdote qui va faire la différence. Dans vos préparations, il y a des diamants bruts, mais vous ne pouvez pas reconnaître les diamants avant d'être face au client. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte de ce qu'est un diamant ou pas. Donc plus vous serez préparé, plus vous aurez d'informations, plus vous aurez de chances d'arriver devant le client avec des diamants. La clé numéro 7 des commerciaux les mieux payés, c'est qu'ils ont une expertise client et industrie. Les meilleurs commerciaux connaissent leurs clients, leur métier, leur environnement, leurs problèmes, leurs médias favoris. Et au final, on pourrait se dire que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'expérience pour ça, mais pas vraiment. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Vous avez de très bons clients qui sont proches de votre société, qui sont de super utilisateurs, qui sont prêts à aller prendre un déj avec vous pour raconter leur quotidien. Vous avez ChatGPT à qui vous pouvez écrire. Je vais vous mettre un prompt d'ailleurs en description. J'ai fait un prompt ChatGPT dans lequel vous allez pouvoir discuter avec votre prospect idéal pour lui demander comment est son quotidien, qu'est-ce qu'il ressent, quel est son rêve, quel est son objectif caché. Et vous allez pouvoir monter en compétence sur qui sont vos clients, en tant qu'humain et job, je parle vraiment de leur job de client, mais aussi leur industrie. Monter en compétence sur ce que c'est que, sur ce qui se passe en ce moment dans l'industrie de la comptabilité par exemple, les changements, les ouvrages de référence, les sociétés leaders, les modèles de pensée. Vous devez monter absolument en compétence là-dessus parce que finalement, c'est comme ça que les prospects ils vont vous mettre dans leur camp. Ils vont dire, bon, on se comprend, cette personne en face de moi, elle a un minimum d'expertise. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant quand on parle à un commercial qui finalement ne sait pas de quoi il parle. On ne peut pas rentrer en empathie avec lui. On ne va pas se confier de la même manière. Et surtout, on ne va pas le sentir pertinent pour décider que le produit, il est fait pour nous ou pas. Et c'est là qu'il y a toutes les objections qui vont sortir de « Ah ben pour nous, c'est pas pareil. Oui, mais nous, vous savez, on fait de la comptabilité. » Et des choses comme ça. Ok ? Donc, vous avez une responsabilité, et ça, les meilleurs commerciaux le savent, pour comprendre le métier de votre client, leur industrie, etc. Bon, certes, il y a ChatGPT, aller discuter avec vos clients va beaucoup vous aider, mais pour ça, il y a les livres. Les livres, ça va vous sauver. Alors, vous dites, ouais, mais Quentin, attends, j'ai pas le temps de lire un livre. Bah, sachez que les commerciaux qui sont payés 300 000 euros par an, ils ont le temps de lire des livres. Et d'ailleurs, je peux vous assurer que tous ne le font pas. Alors, je dis ça parce que ça peut vous aider. Effectivement, vous allez me dire, mais Quentin, tout le monde fait pas ça. Effectivement, même ceux qui sont très bien payés et qui sont dans les top sociétés ne lisent pas des livres. Mais comme vous regardez cette vidéo pour avoir des conseils pour cartonner et vous rapprocher de vos clients, moi, je vous le conseille, lisez les ouvrages de référence de vos clients. Vous pouvez les lire en diagonale, vous pouvez les chercher des résumés. Mais encore une fois, chercher un résumé versus lire de livres, ça ne va pas vous donner la même profondeur et la même granularité. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Lisez-en un seulement, ça va vous donner un edge, un avantage majeur sur tous les autres commerciaux. Ça va vous faire du bien, donc je vous recommande vraiment de le tester. Clé numéro 8, ils savent faire les choses difficiles. Les meilleurs commerciaux savent poser des questions difficiles. Avoir accès aux décideurs, remettre en question des priorités. Ils savent le faire, non seulement ils savent le faire, mais ils savent obtenir des réponses. Un autre exemple, c'est que quand on demande aux commerciaux, par exemple, une proposition, eh bien certains, ils peuvent douter sur la motivation du prospect et ils vont aller le challenger. Mais pourquoi vous voulez une proposition, monsieur le prospect? Je ne comprends pas par rapport à la discussion qu'on a eue. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça peut vous aider? Quand on va leur demander un prix, c'est pareil. Ils vont dire, mais attendez, vous voulez savoir le prix, mais est-ce que déjà vous aimez l'outil? Quand le prospect va dire, bah attendez, non, mais je vais d'abord faire la démo, je ne vais pas vous dire qui je suis, bah, les commerciaux, ils vont peut-être aller leur expliquer, challenger cette demande du prospect. Bah, ce qui le motive vraiment, est-ce que c'est vraiment la bonne décision d'aller dans cette direction? Il y a des méthodes de vente qui vous disent de challenger le prospect pour challenger le prospect parce que ça fait plus vendre, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que les commerciaux qui le font, c'est pas une posture, c'est juste parce que à un moment donné, ils sont experts de leur processus de vente, ils savent comment les choses se passent habituellement, ils ont leur objectif en tête et même s'ils veulent le bien du prospect, ils savent remettre en question les demandes. Et généralement, paradoxalement, j'allais dire, quand on remet en question le prospect, lui-même, il va se questionner parce qu'il n'a pas l'habitude, qu'on ait cette attitude envers lui. Et peut-être que c'est une ouverture, alors peut-être dans une forme de difficulté, mais c'est une ouverture vers la mise en place de la confiance entre vous et lui. Encore une fois, c'est pas une posture, mais il faut apprendre à dire non parfois et ou à minima à challenger. Donc les meilleurs commerciaux, ils savent faire ça, ils savent challenger. C'est vrai qu'en général, ça vient assez naturellement avec l'expérience, mais il y a certains commerciaux qui y arrivent plutôt que d'autres parce qu'ils le comprennent, parce qu'ils ont un parcours professionnel qui leur permet de le faire. Et d'ailleurs,
Ma prochaine clé, elle répond plutôt au même phénomène. Clé numéro 9, ils travaillent et ne se mentent pas. Oui, les meilleurs commerciaux, ils mettent de l'énergie dans ce qu'ils font pour apporter plus que le minimum qui est attendu de la part de leurs prospects ou de la part de leur manager. Voilà, ça c'est une recommandation qu'on n'aime pas vraiment entendre généralement, mais c'est vrai que les meilleurs commerciaux, c'est aussi souvent ceux qui bossent le plus. Non seulement ils sont plus efficaces, ils font plus de choses dans le même laps de temps, mais en plus ils travaillent plus. Alors non, je crois pas en la semaine des 4 heures quand on est commercial. Je crois plutôt que effectivement, et c'est ce que je constate, c'est que les meilleurs commerciaux, c'est pas non plus excessif, mais peut-être à 40, 50, 60 heures de travail par semaine. C'est en plus assez irrégulier, mais c'est une vérité, on voit que c'est des gros bosseurs. Des gros bosseurs qui en plus sont efficaces. Parce que pour faire des bons deals, des gros deals, c'est ce que ça demande. Tout simplement parce que c'est le cycle de vente qui demande ça. Alors si vous voulez être dans cette direction, il n'y a que 2 questions à se poser. La première, c'est comment en faire plus avec le même temps. Moi, à titre personnel, le fait d'avoir surveillé mon temps de travail et de continuer de le faire, ça m'a beaucoup aidé. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle Toggle Track pour voir le temps que j'alloue chaque jour à mes différents projets, à mes catégories de projets. Et ça me force à faire des choses qui ont du sens et qui vont dans la bonne direction parce que je le mesure et du coup, je peux l'améliorer. Et puis, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis prêt, est-ce que je peux travailler plus. Moi aussi, à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais trouvé mon sweet spot et qu'au-delà de ce temps-là, j'étais plus concentré, j'étais plus efficace et j'arrivais pas à aller de l'avant. Et puis, au début de l'année donc 2025, je me suis dit, il faut que je repousse cette limite parce que sinon, je vais pas y arriver. Et je me suis dit, c'est une hypothèse, j'avais aucune preuve, que de la même manière qu'on peut entraîner son corps quand on fait du sport, pour ceux qui font de la course à pied, on peut repousser ses limites quand même assez loin généralement et plus loin que ce qu'on imagine. Je me suis dit qu'on pouvait aussi le faire dans sa capacité de travail. Et donc pendant plus d'un mois, j'ai essayé de repousser mes limites, mais vraiment presque physiquement, pour essayer de voir jusqu'où j'étais prêt à aller. Et déjà au bout d'un mois, en fait, on se rend compte que capacité de concentration, capacité de faire du deep work, du travail de forte intensité, je dirais, longtemps sans perdre en efficacité, en fait, ça s'améliore et ça se travaille. Voilà. Donc c'est une petite expérience personnelle que je vous partage. Mais parfois, et je pense que je vais faire un peu mon vieux con, mais les réseaux sociaux et compagnie ont baissé notre capacité d'attention et de concentration. Si bien qu'on se dit, moi, au bout de 4 heures par jour, j'arrive plus à faire du gros travail, je suis obligé de passer sur des tâches un peu plus simples. Ça se réentraîne, ça se retravaille. C'est un petit peu douloureux parfois, effectivement, je pense que ça a un certain prix. Mais si vraiment ça vous intéresse, que ces jobs-là à très forte valeur ajoutée vous intéressent, que vous cherchez à améliorer votre profil de commercial, je pense que c'est une compétence qu'il faut savoir développer. Et la vérité, c'est qu'on en tire beaucoup de plaisir. Et je ne suis pas en train de vous dire de travailler 15 heures par jour. Je suis en train de vous dire de faire une journée bien pleine, de peut-être 7 heures, 8 heures, parfois 9, 10, 11 heures, effectivement. Mais déjà, une journée bien pleine de 7-8 heures, ça fait toute la différence chez les commerciaux. Donc voilà, je mets fin à cette séquence à l'ancienne, travailler beaucoup, aller de l'avant. Je crois malheureusement que c'est encore quelque chose qui fait la différence, qui a du sens et qui a de la valeur. Donc, je ne vais pas m'en priver de vous le partager dans cette vidéo. Et numéro 10, ce sont d'éternels étudiants. Les meilleurs commerciaux, ceux qui gagnent le plus, ils se forment en permanence et testent des choses en rendez-vous. Einstein disait « plus on en sait, plus on mesure ce que l'on ignore » et j'y crois beaucoup. L'idée sous-jacente de ça, c'est que l'acquisition de nouvelles compétences, elle va en fait nous faire réaliser l'immensité de ce qui nous reste à apprendre. Et donc, c'est une forme d'humilité intellectuelle, je pense, qui est intéressante à avoir. Et c'est assez drôle d'ailleurs dans mes formations, que ce soit souvent les meilleurs commerciaux qui soient le plus à la recherche de conseils, qui soient le plus humbles, le plus à la recherche de feedback, de nouvelles méthodes, et qui ne sont pas là à dire non mais ça je sais, je maîtrise, etc. Et d'ailleurs, paradoxalement, ceux que je vois le plus souvent me dire non mais je sais déjà, je maîtrise, etc., c'est pas forcément les meilleurs commerciaux. Mais ne répétez pas que je vous ai dit ça, évidemment. Donc, si vous voulez gagner plus, n'arrêtez jamais de vous former. D'ailleurs, cette chaîne, évidemment, elle peut vous y aider. J'espère qu'elle vous y aide déjà. Et d'ailleurs, je vais faire mon youtubeur, mais c'est important de vous poser la question, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Parce que si ce n'est pas le cas, ce serait hyper sympa de le faire. Ça permet de faire connaître la chaîne. Moi, tout ça, je le fais gratuitement. C'est pas la YouTube Money qui me finance. Donc, le fait que vous vous abonniez, ce soit une forme, c'est comme une forme de paye pour moi. Donc, merci à mes patrons de me payer en abonnement. Donc, allez vérifier. Je vous laisse un petit peu de temps. Ok, numéro 11, le secret de Sénèque. Les meilleurs commerciaux sont stoïques, en particulier quand ils ont affaire à des prospects qui ne leur ressemblent pas, à des prospects difficiles, ceux qui parfois sont indécis, ceux qui vont essayer de vous tordre entre guillemets à leurs désirs, etc. Ils ne s'énervent pas de ça parce qu'ils savent que c'est leur métier de gérer ce type de situation. Tous les prospects ne sont pas faciles. Tous les prospects ne vont pas se laisser guider, ne vont pas dire oui à tout ce que vous leur dites, etc. Et ça, en fait, vous n'y pouvez pas grand-chose. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous préparer à ces profils. Alors, j'ai une vidéo pour ça qui s'appelle « Comment gérer les prospects difficiles » et une autre d'ailleurs sur la méthode 10 qui peut beaucoup vous aider. J'encourage vraiment à les regarder parce que quand vous comprenez les 4 styles finalement de prospects qui existent sur Terre
et que vous avez les stratégies qui vont vous permettre de les gérer, comme les objections, vous allez traiter ça de manière beaucoup plus sereine et vous allez comprendre que c'est votre job de traiter les gens différents. C'est pas à votre prospect de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à eux. C'est votre métier d'adapter votre style de communication à vos prospects. Et ça, les meilleurs commerciaux le savent et c'est pour ça qu'ils arrivent à rester calmes et stoïques en toute situation. Et c'est ça le secret de Sénèque. Donc si vous voulez gagner plus, soyez stoïque et mettez votre énergie dans des choses sur lesquelles vous avez le contrôle, comme par exemple adapter votre communication. Clé numéro 12, les commerciaux chirurgiens. Les meilleurs commerciaux sont des chirurgiens. Alors là, ce dont je parle, c'est le combat habituel entre le spécifique et le générique. C'est valable dans leur discours avec les prospects. Il y en a qui vont dire on aide les entreprises à gagner du temps. Puis il y en a d'autres qui vont vous dire on aide les directeurs RH des ETI industriels à gagner du temps sur leur gestion de paie. Mais ça se voit aussi par exemple dans leurs propositions commerciales, dans leurs rapports email, dans leurs emails de prospection. Et puis un autre endroit où ça se voit, c'est dans leur CRM. Il y a des gens qui vont écrire la prochaine étape, c'est programmer un rendez-vous. Puis il y a des gens qui vont écrire prochain rendez-vous programmé avec Lucie pour discuter du processus d'implémentation. Générique versus spécifique. En regardant un CRM et les notes de CRM d'un commercial, souvent on peut déjà savoir quel est le niveau du commercial. Et vous-même, avec les exemples que je vous donnais, vous allez voir, c'est pas si difficile de comprendre la différence. Donc si vous voulez gagner plus, soyez spécifique. Clé numéro 13, ce ne sont pas des toutous et encore moins des bisounours. Certes, les meilleurs commerciaux sont au service du client, mais ils gardent en tête leur raison d'être. Et c'est de vendre. Être au service du client, ça ne veut pas dire être esclave. Ça veut dire qu'ils savent dire non, mais ils savent aussi demander. Ils savent donner, mais ils savent aussi prendre. Ça ne veut pas dire que c'est agressif, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de force. Il y a une manière de faire les choses, mais les clients qui essaieront de revenir quelque part dans cette vieille dynamique client-fournisseur, ils vont vite se rendre compte que les meilleurs commerciaux, c'est pas des toutous. Je vous donne un exemple. Un commercial peut vous dire non, je ne suis pas convaincu que ce soit le bon moment de vous faire une proposition, il faudrait plutôt qu'on explore tel ou tel sujet. Ou encore, il va dire je suis désolé, je ne peux pas vous remettre cette proposition, en l'absence du directeur commercial, il va falloir qu'il soit là. Vous voyez, il va aussi savoir poser le cadre, poser ses demandes pour faire avancer l'affaire. Donc ce ne sont pas des bisounours, ils ont aussi leurs conditions, leurs questions gênantes, ils savent dire non, et ça c'est important de le comprendre. Les bons commerciaux, ceux qui arrivent à rentrer dans ces boîtes où ils sont très bien payés, ils maîtrisent ça. Des clés comme ça, j'en donne dans ma newsletter de temps en temps, 1 à 2 fois par mois. Ça s'appelle The Good Sales, le lien est dans la description. Et je vous invite à vous inscrire. J'espère que ces premières clés vous ont déjà aidé. N'hésitez pas à les revoir, consultez toutes les ressources qui sont dans la description. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à la semaine prochaine.